de vous retrouver au nom de toute l'équipe de Bonjour chez vous. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2020. Tous les matins, nous serons à vos côtés pour toute l'actualité qui vous le concerne. Vous le savez, Bonjour chez vous, une émission en partenariat avec les télés locales, la presse quotidienne régionale et les Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Édouard Philippe le réaffirme, il ira jusqu'au bout de la réforme des retraites. Déclaration faite hier soir aux 20h de France 2. De son côté, Laurent Berger, le leader de la CFDT, se félicite du retrait provisoire de l'âge pivot. L'intersyndicale, elle, avec entre autres la CGT et FO, appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi. On va parler de tout ça avec le sénateur La République En Marche des Yvelines, Martin Lévrier. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, ce sera Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis, vous le savez, toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Pour cette première semaine de l'année, nous serons dans les Vosges. Nous parlerons de l'économie, de la neige. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, on parlera des municipales à 2 mois du premier tour. Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à Paris. Christian Estrosi en a fait de même à Nice. Et Didier Guillaume s'est lui déclaré officiellement candidat à Biarritz. Marine Le Pen a quant à elle lancé la campagne du Rassemblement national. C'était hier, on débattra de tout ça. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 13 janvier. Carlos Ghosn poursuit Renault au prud'homme au sujet des conditions financières de son départ. L'ancien PDG de Renault-Nissan réclame notamment ses droits à la retraite. « Ma démission de Renault, c'est une farce », déclare-t-il au Figaro. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Lyon le procès de l'ex-père Prénat. L'ancien prêtre est jugé pour agression sexuelle sur mineurs. Il risque une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Et puis Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un sommet du G5 Sahel à Pau. C'est de là que venaient 7 des 13 soldats français morts au Mali le 25 novembre dernier. La réunion qui a pour but de faire un point sur la présence française au Sahel et sur l'opération Barkhane. Et on débute donc avec le sénateur du jour élu des Yvelines, siège dans le groupe La République En Marche. Bonjour Martin Lévrier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer bien sûr en parlant de cette réforme des retraites. Édouard Philippe, qui était hier soir aux 20h, il a réaffirmé que la réforme ira jusqu'au bout. On va en parler avec vous. Ce week-end, dans une lettre aux partenaires sociaux, il a dit retirer provisoirement du texte la question de l'âge pivot. Les syndicats réformistes s'en félicitent, mais les autres maintiennent la grève. Et l'opposition politique maintient son refus de cette réforme. On voit tout ça avec Samia Dechier. C'est un compromis, mais pas un recul, a prévenu Édouard Philippe. Samedi, le Premier ministre a retiré du projet de réforme des retraites l'âge pivot de 64 ans. Mais pas question de renoncer à équilibrer les comptes, a-t-il rappelé hier. Il laisse aux partenaires sociaux jusqu'à fin avril pour se mettre d'accord sur une alternative à l'âge pivot, faute de quoi le gouvernement reprendra la main. Je prendrai mes responsabilités. Toutes les options mes responsabilités, ça sera de prendre des mesures qui ramènent l'équilibre à 2027, si on ne nous a pas proposé d'efficace. En écoutant ce qui aurait été dit, je suis déterminé, l'ensemble du gouvernement et de la majorité l'est, et nous irons au bout de cette... Mais à gauche, on dénonce le cynisme du gouvernement, qui ne laisse que 3 mois aux partenaires sociaux pour trouver un accord, infaisable pour Patrick Kanner. Nous demandons le retrait. En tout cas, ce que nous Vous êtes ne toujours voulons, sur cette position. bien sûr, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un débat parlementaire s'engage alors que la négociation n'est pas aboutie entre les partenaires sociaux. Pour la droite, au contraire, c'est bien un renoncement du gouvernement face à la rue. Le futur système des retraites ne peut être équilibré sans âge pivot, dénonce le patron de la droite sénatoriale. Je pense que cette réforme va se terminer en un naufrage. On n'aura plus ou presque plus de réforme, mais on va avoir quand même des grèves. C'est ça qui est terrible. De fait, la grève se poursuit aujourd'hui dans les transports et l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi. Martin Lévrier, on a donc vu Édouard Philippe suspendre l'âge pivot, laisser aux partenaires sociaux le soin de trouver des solutions pour maintenir l'équilibre du système. On a envie de dire tout ça, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Mais nous ne l'avons pas fait avant parce que nous ne pouvions pas le faire avant. Quand on fait un compromis, quand on travaille sur une logique de négociation et d'avancée positive, de gagnant-gagnant, je dirais, c'est du pas par pas,
On avance chacun notre tour, mais on avance. Les syndicats n'étaient pas prêts au mois de décembre à cette discussion et nous ne comprenions pas la volonté claire des syndicats, en tout cas n'était pas suffisamment affichée pour dire clairement oui, l'équilibre financier est indispensable. Les choses sont dites, il a fallu le temps de bien se comprendre, d'argumenter des deux côtés, de dire oui. Et c'est essentiel, c'est peut-être pour ça que M. Retailleau se trompe complètement. L'équilibre financier est essentiel pour tout le monde. Et oui, nous, gouvernement, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe hier, enfin, il l'a écrit, nous vous faisons confiance, partenaires sociaux, pour proposer d'autres solutions. Voilà. Et pourquoi Bruno Retailleau, vous dites qu'il se trompe? Parce que Bruno Retailleau, comme la droite, d'une partie de la réforme Bruno Retailleau et toute une partie de la droite hier sur les plateaux, et même le président Larcher ont passé leur journée à dire que c'était un abandon race campagne. C'est la logique même du compromis, mais je crains que malheureusement, ils ne comprennent pas ce qu'est un compromis et une avancée. Nous ne remettons pas en cause, et personne ne remet l'équilibre financier. Tout le monde le veut. C'est la grande nouveauté. Et comme tout le monde le veut, nous faisons confiance aux partenaires sociaux. C'est une avancée politique majeure et une nouvelle façon de travailler majeure entre les partenaires sociaux et la politique. Et vous pensez que les syndicats, divisés comme ils sont, pourront trouver une solution commune pour l'équilibre de ce système? Ça, c'est un deuxième sujet qui, moi, me pose plus problème. Et je l'avais soulevé dans ma question lors du débat sur les retraites au Sénat la semaine dernière, où c'est le regard même sur les syndicats qu'il faut avoir aujourd'hui et qui, moi, m'inquiète un peu. Vous avez deux sortes de syndicats en France aujourd'hui clairement identifiés. Des syndicats ouverts à la négociation, réformistes, on les appelle réformistes, je pense à la CFTC, la CFDT, l'UNSA par exemple, et des syndicats que je qualifierais de politiques et dont l'objet du débat aujourd'hui devient un débat de politique générale et non plus de rôle syndical. Et quand on est confronté, la CGT, FO par exemple la CGT, FO un petit peu moins parce que son discours hier a un peu changé, mais la CGT c'est un refus systématique même de négocier. Ils sont venus autour de la table pour dire on ne veut pas, on vient avec notre projet. S'ils ont un projet clairement identifié, c'est un projet politique, qu'ils le soumettent au suffrage universel, mais pas... Donc vous dites clairement aujourd'hui, Philippe Martinez fait de la politique, il ne fait plus du syndicalisme? Oui. Moi, je le dis clairement, quand on défend des catégories à ce point-là, au nom, qu'on utilise des catégories, je dis, pour un but politique, je me pose un problème et je dis attention, ce genre d'approche syndicale nuit fortement au syndicalisme. Or, nous avons besoin de syndicats. En attendant, CGT, FO maintiennent un appel à la mobilisation, oui. Notamment pas de surpris. Pour la journée de jeudi. Vous n'êtes pas surpris, mais vous dites il faut savoir arrêter une grève? C'est pas moi qui décide à leur place. C'est pas mon rôle non plus. Je dis simplement oui. Regardez les choses. Aujourd'hui, la majorité des Français, ils l'ont dit depuis le départ, veulent ce système universel, croient au système universel, ont été un peu perdus par un débat qui dure très longtemps, mais parce qu'il est terriblement technique. Mais les principes, la base qui a été travaillée pendant 2 ans avec M. Delevoye et les partenaires sociaux, a permis cette compréhension de tous les Français, de la compréhension de cette logique universelle, de cette logique solidaire, de cette logique par répartition maintenue. Ça, c'était essentiel. C'est fait, c'est acquis. Que les syndicats non réformistes regardent ces choses-là et se disent oui, peut-être que là, on est en train de se tromper. Alors, il y a un point qui pose problème à certains parlementaires, c'est le fait qu'on connaîtra les conclusions de cette conférence de financement au mois d'avril. Or, le texte arrive au Parlement, à l'Assemblée, dès le mois de février. Est-ce que le Parlement peut examiner un texte dont il ne connaît pas les modalités de financement? Alors, les études d'impact seront toujours faites puisque la loi les impose. Donc, de toute façon, nous aurons, nous parlementaires, des études d'impact. En plus, nous avons la chance, cette fois-ci, nous sénateurs, d'arriver en deuxième temps, pas en deuxième lecture, mais en deuxième temps après l'Assemblée nationale, donc les choses auront bien avancé, on saura à peu près où on va. Moi, je suis pas choqué par ce travail préalable à partir du moment où on reste dans la limite de l'épure. Le principe de dire nous ne dépasserons pas les 14% de PIB, donc nous connaissons en macroéconomie la logique. Nous voulons un système équilibré et il ne dépassera pas 14% du PIB. Ça permet quand même de déjà bien travailler. C'est la part actuelle et donc on va rester sur cette part actuelle et donc on connaît quand même les principes, la base et le périmètre, c'est déjà beaucoup pour pouvoir travailler, avancer et attendre sereinement ce que vont proposer les partenaires sociaux. Sachant qu'au pire, s'il n'y a pas de résultats proposés clairs et acquis par les partenaires sociaux, il en reste un, c'est l'âge pivot. Donc ça veut dire que l'âge pivot sera remis dans le texte à un moment? Par défaut, parce qu'on doit un équilibre financier, par défaut, on sait que l'âge pivot fonctionne. Donc par défaut, s'il n'y a rien d'autre, si nous ne sommes pas plus intelligents que ça, mais moi je crois à l'intelligence collective et je crois donc, et je suis même convaincu que les partenaires sociaux vont nous proposer des choses intelligentes et qu'elles seront prises. Donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Et donc je dis à tous mes confrères et à tous mes collègues, sachons raison garder, faisons confiance cette fois-ci vraiment aux partenaires sociaux et nous ne serons pas déçus. Mais quand même, pour revenir sur ce calendrier, Gérard Larcher, jeudi, lors de sa conférence de presse, demandait au gouvernement d'attendre la fin de cette conférence de financement avant de présenter le texte au Parlement. Pour vous, il n'a pas raison ?
Pour moi, il a tort. On ne peut pas dire, dans le même temps, c'est une réforme qui n'est plus une réforme, ce qu'a dit Bruno Retailleau, ce qu'a dit le président Larcher encore hier sur CNews. Qui parlait d'abandon de la réforme. C'est un abandon, il n'y a pas de réforme, mais s'il vous plaît, reportez-la. C'est une réforme ou ce n'est pas une réforme? Moi, je suis convaincu que c'est une réforme, donc il n'est pas question de la reporter, parce que nous avons pris tellement de temps, et heureusement, pour la concertation, que maintenant, il faut faire confiance aux partenaires sociaux et aller au bout avec eux. Mais je dis bien avec eux, et que nous aussi, parlementaires, nous accompagnions cette démarche de construction commune. Et pour vous, il y a des contradictions du côté de la droite, notamment de la droite sénatoriale? Nous le verrons à l'Assemblée. Je pense qu'il y en a. Je pense que le centre, par exemple, est plus proche de nous que de la droite sénatoriale. Beaucoup plus proche, oui. Allez, on verra tout ça, l'examen de ce texte au Parlement qui débutera donc en février à l'Assemblée nationale. Et dans le contexte de cette réforme des retraites, Martin Lévrier, bien la tension monte entre le Sénat et l'exécutif. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Martin Lévrier. Alors Alex, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas entre le Sénat et l'exécutif? Eh bien d'abord, c'est la manière avec laquelle le gouvernement mène cette réforme des retraites qui mécontente beaucoup la majorité du Sénat. Et d'abord sur le calendrier, on en parlait à l'instant, puisque les partenaires sociaux vont se réunir jusqu'à la fin avril pour négocier le financement des retraites. Et le Parlement devra se saisir de cette réforme à partir du mois de février. Ensuite, sur le contenu, eh bien oui, il y a aussi un problème pour la majorité du Sénat qui estime qu'elle n'a pas assez d'informations sur le contenu de ce projet de loi. Et puis elle souligne qu'il n'y a même pas d'étude d'impact pour une réforme qui va être majeure pour l'avenir des Français. Et ça ennuie beaucoup Gérard Larcher, le président du Sénat. Écoutez-le, c'était jeudi, lors de sa conférence de presse de rentrée. Comment voter une réforme qui porte sur 14% du PIB sans étude d'impact? Comment nous demande-t-on de voter avant les résultats d'une conférence de financement? Je demande au gouvernement d'attendre les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la conférence de financement avant de saisir le Parlement d'un projet de loi. Donc, premier point de mécontentement, la réforme des retraites. Deuxième point de friction entre le Sénat et l'exécutif, eh bien, les élections municipales qui ont lieu en mars prochain. Le ministère de l'Intérieur qui organise cette élection devrait publier une circulaire sur la couleur politique des candidats. Et dans cette circulaire de Christophe Castaner, eh bien, l'étiquette politique des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants, cette étiquette politique, elle va être effacée. Cette circulaire Castaner crée également un autre type de liste pour les candidats, une liste divers centres pour les candidats qui n'ont pas été investis par La République En Marche, mais qui ont quand même le soutien de la majorité présidentielle. Et ces nouvelles règles pour les élections municipales, eh bien, elles agacent beaucoup la majorité du Sénat. Écoutez Gérard Larcher. Il faut qu'on fasse attention à jouer avec tout ça. Il ne faut pas dénaturer l'élection municipale. Il ne faut pas non plus dénaturer ce que souhaitent et décident les élus de déclarer. Je pense notamment dans les communes inférieures à 9000 habitants. Et je dois dire que j'ai attiré l'attention solennellement du Premier ministre. Je pense que cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Des mots très durs de Gérard Larcher envers le gouvernement. Finalement, à l'image de ses relations avec le président de la République, Emmanuel Macron, Gérard Larcher qui a confié qu'il ne se parlait que lors des cérémonies protocolaires. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Martin Lévrier, vous qui appartenez à la fois à la majorité présidentielle et au Sénat, comment vous qualifiez les relations entre le Sénat et l'exécutif ? Je suis un jeune sénateur, très jeune sénateur, mais je pense qu'il y a eu des relations meilleures. Je l'imagine en tout cas. C'est vrai que les relations sont tendues, c'est le sentiment que j'ai, bien sûr. Je ne suis pas dans la confidence, mais ce sont des relations effectivement que je ressens comme tendues, avec un Sénat qui de plus en plus veut jouer un rôle politique dans le sens politicien. Ce qui, moi, me pose problème, puisque, selon moi, la force du Sénat, c'est sa responsabilité, c'est sa technicité. Ce sont des gens très investis, et donc qui sont capables d'améliorer des lois et de les faire changer de façon très intelligente, alors qu'aujourd'hui, j'ai ce sentiment qu'on va plus vers des postures que vers des réflexions profondes. De la part de qui ? De la part en particulier des Républicains. Des Républicains en général, de la majorité pas en général, en particulier, sénatoriale. et pas toujours. Je prends l'exemple du PLFSS, par exemple, qui a été pour moi un très mauvais souvenir, où là j'ai vraiment senti une logique politicienne face à un sujet national d'ampleur grave, profond, qui date depuis
osons le dire, mais depuis 30 ans, je dirais, quasiment. Donc, qui a On va peut-être rappeler pour nos téléspectateurs ce qui s'est passé lors de l'examen de ce projet de loi de finances. Le Sénat a arrêté l'examen du projet de loi avant son terme, puisque les annonces sur le plan hôpital devaient avoir lieu et le Sénat... Les annonces financières. Financières sur le plan hôpital. Ouais. Le Sénat estimait qu'il ne pouvait pas voter le PLFSS sans connaître ces annonces financières sur le plan hôpital. Et on rejoint, et cet exemple, on rejoint en fait la réforme des retraites. C'est-à-dire que le Sénat dit, nous ne connaissions pas les incidences financières. Elles étaient relativement annoncées, on savait que ça se jouerait uniquement sur l'Ondam, et ils ont suspendu, enfin pas suspendu, refusé le vote, j'ai dit dans un premier temps, pour attendre une deuxième lecture. Deuxième lecture où, de nouveau, alors que là, ils avaient le chiffre, ils ont refusé de le signer, montrant un manque de responsabilité quand même assez profond. C'est-à-dire que nous faisons des efforts colossaux pour l'hôpital, ce qui n'est pas arrivé depuis presque 20 ans, je dirais, et là, le Sénat, par réponse politique, dit non, nous ne nous associons pas à ça, à cela. Et là, c'est là où je vous dis, il y a un problème. C'est là où je regrette amèrement cette approche qu'a le Sénat aujourd'hui, pas toujours, mais de temps en temps et sur des sujets importants, et que je regrette parce que c'est au détriment des Français, selon moi. Alors, dans la lignée de ce que vous nous dites, on va voir, vous avez publié, les sénateurs de La République En Marche ont publié un communiqué en réaction à la conférence de presse de Gérard Larcher dont nous parlait Alexandre Poussard. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans ce communiqué. Vous jugez le discours de Gérard Larcher, je cite, peu conforme à l'esprit des institutions. Le président du Sénat est sorti du cadre républicain des traditionnels vœux prononcés par un président du Sénat pour entrer dans un format aux allures électoralistes. C'est ce que disent les sénateurs de La République En Marche. Le président du Sénat, pour vous, il fait trop de politique ? Pas toujours, mais là c'était le cas. Dire que le gouvernement et que le président de la République sont des amateurs, je ne sais pas si c'est faire de la politique du niveau du Sénat, en tout cas au nom du président du Sénat et au nom de tous les sénateurs. Je ne considère pas, vous en doutez bien, que le président de la République est un amateur. Je ne considère pas que le gouvernement a une politique amateur quand je vois ce qui se passe sur l'apprentissage, quand je vois ce qui se passe sur la forme professionnelle, quand je vois ce qui se passe sur le chômage, quand je vois ce qui se passe sur la réindustrialisation de la France. Enfin, je pourrais citer des kilomètres de réformes que nous avons faites qui sont assez profonde et forte. J'oublie peut-être la plus importante en termes social, qui est la réforme dans l'école avec le dédoublement dans les REP et les REP+, où des élèves, donc moins de 12 élèves par classe, qui est une réforme sociale extraordinaire que personne n'avait jamais faite avant et qui est pourtant essentielle parce qu'elle se joue sur le long terme. Peut-être que l'amateurisme, c'est de vouloir des réformes qui engagent notre pays pour 10 ans, 20 ans et pas l'élection suivante. Effectivement, quand on fait la réforme des retraites, c'est pour les 70 ans qui viennent. Ça ne va pas nous aider à être élus. Mais le vrai sujet de la politique aujourd'hui, de remettre la politique au cœur du pays, c'est d'avoir des réformes sur le très long terme. C'est peut-être ça qui est être amateur, mais je crois que c'est la vraie politique. Alors on va parler d'un autre sujet, c'est l'écologie. Vendredi, Emmanuel Macron était devant le Conseil économique, social et environnemental pour la Convention citoyenne sur le climat. 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour proposer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Et Emmanuel Macron a ouvert la voie à un possible référendum sur leurs propositions. On va écouter les réactions de certains de ces citoyens à l'issue de leur échange avec Emmanuel Macron. Réactions recueillies par Sandra Cerquera et Samia Déchir. Bon voilà, il est venu. Tout le monde est content, tout le monde fait son selfie, tout le monde demande son autographe. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait de plus? Rien. On ne sait rien de plus. On sait que, oui, de toute façon, ça passera sous son nez et il regardera, il donnera son avis et c'est lui qui décidera. Pour moi, il ne peut pas faire marche arrière. Il y a eu un engagement de sa part. Il y a un engagement, il doit revenir, il doit rediscuter avec nous. Il a même proposé que la Convention aille plus loin dans le temps pour avoir un suivi. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Est-ce que cette convention citoyenne sur le climat, le fait qu'Emmanuel Macron y aille, c'est faire de l'écologie pour faire oublier la réforme des retraites en laissant ça à Édouard Philippe? Quel président de la République aurait osé lancer une telle conférence avec des Français tirés au sort? Est-ce arrivé une seule fois en France? Jamais. Est-ce que c'est une preuve de démocratie? Oui. Est-ce que c'est essentiel que le président de la République aille à cette conférence? S'il n'y allait pas, ça voudrait que cette conférence ne sert à rien. S'il y va et qu'il parle en plus de référendum, qui reconnaît le travail qui est en cours, qui n'est pas fini, et qui dit le travail que vous faites est un travail remarquable, je le dis d'abord. Ensuite, ce que vous allez proposer, nous allons l'étudier de très près, et si besoin, nous irons jusqu'au référendum. N'est-ce pas le plus beau sens de la démocratie? Donc comme le disait une de ces citoyennes, il ne peut plus reculer, il ne peut pas aller en arrière. Ce référendum, il doit avoir lieu pour vous? Mais il ne veut pas reculer. Et c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut surtout pas reculer, et que toute notre démarche, j'allais dire la démarche d'En Marche, excusez-moi, depuis sa genèse, c'est ce fonctionnement. Donc nous allons dans le sens de la démocratie participative, et tant mieux, et le président de la République est le premier moteur, donc il ne reculera pas, il ira de l'avant.
Et pourquoi passer par un référendum ? Et c'est plus symbolique. Et pourquoi pas, quand on parle d'environnement, que cela pourquoi ne pas passer tous par les le Parlement ? Français. Parce que le Parlement, nous avons des filtres malheureusement, et là on s'est bien rendu compte sur la taxe carbone par exemple, qui a été l'étincelle qui a déclenché les gilets jaunes, que nous n'avons pas été suffisamment à l'écoute de tous les Français. Eh bien pourquoi ne pas demander aux Français aussi leur avis sur un sujet... C'est la majorité présidentielle ? Pas que. Loin de là. Là aussi, je demanderai aux donneurs de leçons qui ont eu les manettes pendant 30 ou 40 ans de garder raison et d'être très très prudents sur des discours nous accusant de déclencher le feu toutes les 5 minutes. C'est exactement le contraire, nous essayons de l'éteindre. Allez, on va passer à votre revue de presse, la revue de presse des Yvelines. Maintenant, Martin Lévrier, on va regarder ce qui se passe. C'est avec Alex Poussard. Et Alex, on va commencer avec Actu 78. Et oui, il y a alors plusieurs moyens de s'opposer à la réforme des retraites. On peut faire grève, on peut aller manifester, on peut aussi faire une vidéo. C'est l'idée qu'ont eu certains enseignants du département des Yvelines avec une vidéo dans laquelle ces enseignants déposent symboliquement leur cartable et leur trousse. Un geste symbolique qui s'inspire notamment celui des avocats également opposés à la réforme des retraites qui se filment en train de déposer leur robe noire. En tout cas, cette vidéo, elle a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été vue 25 000 fois et elle a suscité de nombreux commentaires de soutien sur les réseaux. On passe à l'éco-républicain. Et oui, et l'éco-républicain s'intéresse à la question des transports, car dans le département des Yvelines, dans certaines zones rurales, il y a des problèmes de desserte de transport. Alors pour aider la population, un service de bus à la demande a été créé dans la région de Rambouillet, notamment pour pouvoir atteindre la gare de Rambouillet ou l'hôpital. Alors ce bus à la demande, comment ça marche ? C'est très simple, il faut le réserver sur l'application et ensuite le bus viendra vous chercher à l'arrêt de votre choix. Et on termine avec le Parisien, on va parler des municipales. Et oui, et la bataille de Versailles est lancée, la conquête de Versailles, alors que la République En Marche a dévoilé sa liste. Elle sera menée par Anne-Françoise Simon, qui est cadre dans la finance, et elle aura la lourde tâche de déloger le maire sortant, qui se représente, un maire de droite. Également dans cette bataille, une liste écologiste. Martin Lévrier, est-ce que vous pensez que la République En Marche a les moyens de gagner cette bataille de Versailles ? Deux réactions, si vous me permettez, sur deux thèmes. Le premier, donc les élections municipales à Versailles. D'abord, ça n'est pas une liste La République En Marche. La CNI ne l'a pas validée encore, donc elle n'est pas investie. Et il n'est pas du tout impossible que François de Mazières ait le soutien de La République En Marche. François de Mazières n'est pas le maire sortant. Le maire sortant, François de Mazières, j'ai fait partie de son équipe pendant 2 mandats, n'est pas un maire de droite, comme vous le dites. Il n'a jamais été encarté les Républicains ni l'UMP. Il est apparenté divers droite. Divers droite, absolument, ou centre droit peut-être. donc il n'est pas étiqueté politiquement. Il a toujours fait une politique depuis 2008 d'ouverture. Enfin, j'ai été à la construction de cette équipe à l'époque. Donc c'est un maire de grande ouverture. Donc attention, le titre du Parisien est erroné. D'ailleurs, quand on lit l'article, ça n'est pas ça. La République En Marche n'affronte pas pour l'instant le maire sortant. Peut-être que cette liste l'affrontera. Mais vous êtes favorable à ce que la République En Marche soutienne le maire sortant ? Je soutiendrai de toute façon le maire sortant. Donc que les choses soient très claires. Et bien quelle que soit la décision de la Commission nationale. Quelle que soit la décision de la Commission nationale, je soutiendrai le maire sortant qui fait un travail d'ouverture et qui fait un travail remarquable en tant que maire pour tous les concitoyens. Et vous êtes consulté par cette Commission nationale d'investiture ou pas du tout ? Ah oui, je suis consulté en tant que parlementaire comme les autres, mais pas plus, pas moins que les autres parlementaires. Merci beaucoup Alex. On vous retrouve tout à l'heure puisqu'on parle... vous voulez réagir sur un deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'était les enseignants et les retraites. On revient un peu sur les retraites. Je dis aux enseignants que le problème des enseignants, nous l'avons révélé il y a plus d'1 an. Mais que ce n'est pas la retraite le problème des enseignants, ce sont leurs rémunérations. Et donc finalement, cette réforme de retraite est une chance pour une opportunité qui révèle à la France entière le manque de considération en termes de rémunération ou de carrière qu'ils ont subi depuis des années, et en particulier depuis 2010 avec le gel du point de la fonction publique. Donc je leur dis, regardez, venez, continuez à négocier avec nous. Nous avons tellement bien compris le problème que nous l'avons nous-mêmes soulevé. Mais ça n'est pas la retraite le problème, c'est leur carrière. Un mot sur, puisqu'on parlait des municipales, sur cette circulaire de Christophe Castaner qui fait débat, qui gomme les étiquettes politiques pour les communes de moins de 9 000 habitants. Ça fait quand même beaucoup de communes en France. Gérard Larcher dit que ce n'est pas conforme aux valeurs démocratiques. Est-ce qu'il a raison ? Mais j'aimerais que Gérard Larcher m'explique dans ces cas-là pourquoi il a ce discours que je partage totalement, de dire que dans les petites villes, les moyennes villes, le débat n'est pas un débat politique, c'est un débat d'homme à homme qu'on va voter, ou de femme à homme, de femme à femme, qu'on va voter
pour un candidat que nous connaissons ou pas. Donc ça n'est pas un débat politique et nous le savons tous. Heureusement, les municipales, dans 99% des cas de villes de moins de 9000 habitants, n'est pas un débat de politique. Mais quand même, cette étiquette divers-centre pour mais comme il y avait une étiquette, comme il y avait avant une étiquette divers-droite qui ne voulait rien dire. Est-ce que c'est pas une manière d'afficher des résultats plus positifs le soir du 22 mars Non, pour la République en marche? parce que ces résultats des moins de 9000 habitants n'intéressent à peu près personne. Donc ça ne donnera aucun résultat en tant que tel, ça n'est pas le but. Mais si on ne mettait pas divers-centre et qu'on garde divers-droite, ça fausserait aussi les débats. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. La seule bonne réponse, c'est que dans les villes de moins de 9000 habitants, ça n'est pas un débat vraiment politique. Et heureusement. Un mot sur l'actualité de cette campagne municipale et notamment en région parisienne. C'est Anne Hidalgo qui a officialisé, sans grande surprise, sa candidature ce week-end, candidate à un second mandat à la mairie de Paris. C'est-elle la favorite à sa succession pour vous ? Je ne sais pas qui est favori à Paris. Je pense qu'elle laisse une image très, très écornée et très négative de tout le travail qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a fait pendant 6 ans. Je ne dirais pas le travail parce que je reste très dubitatif sur la façon dont elle a géré cette ville. Moi, je vois une ville qui est dans un déficit absolument colossal, une ville qui est sale, je vois une ville qui ne fonctionne plus, je vois une ville où on stigmatise les uns contre les autres, les automobilistes contre les cyclistes. J'aimerais une ville apaisée, une ville qui s'ouvre. Je veux dire, Peut-être ce qui m'étonne le plus dans le regard d'Anne Hidalgo, c'est une ville qui se boboise de plus en plus, excusez-moi l'expression, et ce sont des socialistes qui se réjouissent de cela. Moi, je rêverais que cette ville se réouvre telle qu'elle a toujours été ouverte à toutes les populations. On ne peut plus malheureux de voir des femmes de ménage, des infirmières, etc., qui ne peuvent plus vivre à Paris. Tellement la vie est devenue chère et impossible. Elle dit qu'elle a augmenté la part du logement social, qu'elle continuera à l'augmenter. Vous savez très bien qu'elle a augmenté un tout petit peu ces choses-là, mais que le contraire s'est fait. C'est-à-dire que la ville s'est totalement boboisée. Et c'est dramatique. Et pour vous, c'est dramatique. Je vous donne un exemple tout bête. Les moyens de vivre à Paris aujourd'hui, pour vous, les catégories populaires ? Qui a les moyens de vivre à Paris aujourd'hui ? Même les classes moyennes ne peuvent plus vivre à Paris. Et si on ghettoise une ville et que ça devient une ville de riches, la capitale de la France, c'est le drame absolu. Alors Anne Hidalgo, qui dans ses propositions, dont présentées notamment hier dans le journal Le Parisien, dit qu'elle veut travailler avec les maires des communes alentours sur la question du périphérique, dit qu'elle veut ouvrir Paris et notamment ses portes, transformer la porte de la Chapelle en une place, elle dit je veux que ça ressemble à l'esplanade des Invalides. Pour vous, c'est une bonne chose, ça ? C'est enfin, elle dit quelque chose de positif sur son environnement, parce que autour de Paris, c'est son environnement aussi. La région Île-de-France fait partie de l'environnement de Paris. Mais que ne l'a-t-elle fait pendant 6 ans ? Ma réponse, malheureusement, c'est que je suis toujours étonné de ce ripollinage du lendemain matin. 6 ans de mandat, d'opposition systématique et de non-écoute de la banlieue, de toutes les banlieues, de la petite couronne comme de la grande couronne, et elle découvre aujourd'hui qu'il serait grand temps de parler avec les autres. C'est vraiment très tard. Vous sentez qu'il y a une fracture, vous qui venez d'un département des Yvelines, proche de Paris, vous sentez qu'il y a une fracture entre Paris et les départements limitrophes ? Mais pour moi, c'est toujours pour les concitoyens, pour les habitants et les habitants de la banlieue, de la proche banlieue, de la hautaine banlieue, vous leur demandez, ça n'est plus vivable. Les transports fonctionnent mal. Je ne parle pas des grèves, évidemment, parce que là c'est encore autre chose. Mais les transports fonctionnaient très mal, rien n'était fait. Cette logique anti-voiture à Paris, que je peux comprendre d'une certaine façon, mais n'a pas été étudiée avec tout ce qui l'entoure, donc créant des conditions invivables pour des gens qui vivent en banlieue parce qu'ils ne peuvent plus vivre à Paris et dont Paris a absolument besoin. Si on empêche les gens qui travaillent à Paris de venir à Paris, on va à une ville musée. Et c'est peut-être ce que veut Madame Hidalgo, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je veux une ville vivante et qui brille de tous ses feux. Alors en tout cas, à La République En Marche, les divisions perdurent. À Paris, à 2 mois du premier tour, Benjamin Griveaux et Cédric Villani sont toujours tous deux sur la liste de départ. Est-ce qu'il va falloir trancher pour votre parti ? Je ne suis pas, malheureusement, dans cette ville. Je vous rappelle, je suis dans les Yvelines. Je regrette toujours des divisions. Je regrette toujours des différences. Pour l'instant, je ne parlerai pas de division, mais d'approches différentes. Il n'y a jamais eu de conflit direct entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Je veux toujours croire, vous savez, j'ai cet optimisme peut-être naïf d'un nouveau politique, mais je veux croire qu'on sera capable de se rassembler parce que ce qui est important, c'est les Parisiens. Ce ne sont pas nos petites différences, ce sont des petites différences d'appréciation. Donc reprenons le chemin de la discussion le plus vite possible. Les Parisiens sont le plus important, la ville de Paris est essentielle et nous devons travailler ensemble. Benjamin comme Cédric doivent retravailler ensemble. Mais vous pensez Moi, je leur demande instamment qu'ils se reparlent. Vous pensez que la discussion est possible ou à un moment il va falloir sévir, notamment de la part de Stanislas Guerini ? La discussion est toujours possible jusqu'au dernier jour. Je suis un fervent partisan du compromis
du gagnant-gagnant et je ne crois pas à la sanction. Je n'y ai jamais cru. Mais est-ce que vous dites que si les choses perdurent, c'est Anne Hidalgo qui sortira vainqueur de ce duel et que la République en marche va se couler toute seule? C'est le risque et nous devrons l'assumer. Moi, je dis clairement que si nous n'arrivons pas à nous unir, nous devrons assumer une potentielle victoire de quelqu'un d'autre. Il faut être cohérent avec cela. Il y a des moments où il faut se regarder en face et si on n'a pas été capable de s'entendre, il faudra le dire et reconnaître que c'est une part d'échec, que la part d'échec existe pour nous aussi. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui dit qu'elle sera sur la liste de Benjamin Griveaux. C'est quoi l'opération? Il faut sauver Benjamin Griveaux pour la République en marche? Non, je pense que c'est un engagement de sa part fort de dire je vais de l'avant parce que je crois au projet de Benjamin Griveaux, j'y crois aussi. Et donc, puisque j'y crois, je vais avec, je ne vais pas contre. Vous voyez, cette logique toujours de quand on voit quelqu'un bouger, croire qu'il est contre quelque chose. Non, simplement là, il est pour. Marlène Schiappa est pour le projet de Benjamin Griveaux et elle le montre. Je trouve ça formidable. Mais regardons les choses de façon positive et pas systématiquement rechercher ce qui ne va pas. Ce qui va, c'est que Marlène pousse avec Benjamin Griveaux. Et c'est très positif. Plus largement, au-delà de Paris, pour la République en marche, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de ces municipales? Alors, si on parle de chiffres, oui, puisqu'on parle de rien. Donc, partant de rien, on est sûr de faire plus. Donc, oui. Mais sur un terme global, ce qui m'importe, moi, c'est qu'on construise une histoire avec les Français. Et on ne construit pas une histoire avec les Français en 1 an ou en 2 ans. La République En Marche existe depuis 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, on va dire, on n'est pas en mesure, en 3 ans, d'avoir suffisamment de cadres pour diriger des villes, toutes les villes de France, ça n'aurait pas de sens. Donc nous devons construire une histoire sur le long terme avec les Français et une histoire qui part de la base, non pas, comme le disait le président Larcher, uniquement des territoires, mais de chaque citoyen. Il ne faut pas se tromper. Le filtre territoire est déjà trop gros, de chaque citoyen. Et nous construisons pas à pas avec les citoyens tous les jours dans les villes, mais cela demande du temps et heureusement. Donc sur une élection municipale qui est dans maintenant 2 mois, serons-nous prêts pour toutes les villes? Je pense que non. Donc soyons très très prudents et acceptons de monter en puissance tranquillement. Mais quand même, Stanislas Guerini, le patron de la République En Marche, vise 10 000 élus locaux. Hein, c'est l'objectif affiché. Il y en a 550 000 en France. Est-ce que ce n'est pas l'illustration que la majorité présidentielle a du mal à s'implanter dans les territoires? Je vais vous donner l'exemple de Versailles. À Versailles, depuis 2008, je suis élu depuis 2008 avec François de Mazières, et sur sa liste, je pense qu'il y a plus de la moitié, ou en tout cas une moitié de centristes, entre guillemets. Divers droite, divers gauche, quelle est la bonne étiquette, je ne sais pas, mais ils ne sont pas encartés. Donc quand Stanislas Guerini dit 10 000 personnes, il dit 10 000 encartés l'AREM. Mais derrière, dans les 550 000, vous avez 450 000, 400 000 Français et Françaises qui ne sont pas encartés, qui n'ont pas de carte et dont énormément sont proches de nous. Je reprends Versailles, dans la nouvelle liste de François de Mazières que je ne connais pas, mais je connais quand même un certain nombre de noms de gens qui restent. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont des gens proches de nous sans pour autant être encartés, comme d'autres sont proches des Républicains sans pour autant être encartés. Donc 10 000 est un bon chiffre, oui, est un bon chiffre. 10 000 est un bon chiffre. On verra ce qui se passe le soir du 22 mars. Des municipales vont découler les sénatoriales. Vous avez actuellement 25 sénateurs dans votre groupe. Oui. Vous en visez combien en septembre prochain? Ah, mais j'en ai pas la moindre idée, voyez-vous. Vous êtes optimiste? D'abord, mais sur une croissance de votre groupe? On est toujours optimiste. Enfin, quand on rentre en politique, on est toujours optimiste. Sinon, ça sert à rien de faire de la politique. Si on veut pas croire à un rêve et emmener les Français avec nous dans ce rêve, il faut surtout ne pas faire de politique. Donc oui, je suis raisonnablement optimiste. Il n'y aura pas de révolution. Je vous garantis une chose, c'est que nous n'aurons pas la majorité au Sénat au mois d'octobre. Ça, c'est certain. Et que c'est les Républicains qui la garderont pour vous? Ça, après, à vous de faire vos calculs. Moi, je ne fais pas de calculs. Je crois que nous pouvons faire mieux et tant mieux. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Martin Lévrier, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, l'invité politique, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. On parlera de la réforme des retraites, on parlera des municipales à 2 mois du premier tour. Mais d'abord, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui refait la semaine au Parlement. Tam Tranu et Katia Gilder recevaient cette semaine le sénateur socialiste Rachid Temal. Il est revenu sur le débat qui a eu lieu la semaine dernière au Sénat sur la réforme des retraites en présence du nouveau secrétaire d'État à la réforme, Laurent Pietraszewski. C'est un naufrage, selon Rachid Temal. On va l'écouter. Alors Rachid Temal, comment est-ce que vous avez jugé le nouveau secrétaire d'État aux retraites? C'était un naufrage. Il n'y a pas d'autre mot. C'était le Titanic. Franchement, cette réforme est soi-disant travaillée depuis 2 ans. Il a fallu que le Sénat, parce que vous ne l'avez pas précisé, mais c'est le Sénat qui s'est saisi de cette question. Oui. Et qui a souhaité mener ce débat-là. Monsieur Retraite, donc celui qui est le plus à même, qui serait le plus à même de connaître le dossier, vient au Sénat. Qui est arrivé il y a 3 semaines, qui a pris la suite de Jean-Paul Delevoye. Enfin, mais pourquoi est-il parti, monsieur Delevoye? Faut mettre tout ça dans le contexte. Il arrive là, et il vient, et c'est un naufrage, totalement.
incapable, enfin imaginez bien, incapable pendant plus de 2 heures de donner le moindre chiffre quant aux conséquences de cette réforme. Mais si je peux dire un mot sur la réforme. Oui, c'est la compétence de Laurent Pietraszewski pour vous, ou c'est le flou global de la réforme? Justement, c'est sur le flou global. Je crois que tout ça illustre où nous en sommes. Premier élément, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, il y a un aspect soi-disant financier. Disons un mot dessus. Le précédent quinquennat a permis d'avoir un équilibre du système de retraite français. Il l'a sauvé. Et donc, d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites a dit en 2017, en 2018, qu'il n'y aurait pas de problème financier. Et puis, il y a quelques mois, un nouveau rapport a dit qu'il y en aurait un. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la politique de ce gouvernement-là qui a réduit le nombre d'agents de la fonction publique et qui fait des allègements de cotisations sans les compenser au budget. Résultat des courses, c'est ce gouvernement-là qui crée un déséquilibre dans le système actuel. Et il y a moins de recettes. Il y a moins de recettes, effectivement. Et il vient dire ensuite, il y a le feu au lac. Oui, par son incompétence et par sa politique. Ça, c'est le premier élément. Et sur cet aspect-là, sur l'aspect financier, c'est donc ce gouvernement qui est responsable de la situation. Alors il dit, il faut trouver un équilibre, d'où l'âge pivot. Je rappelle que sur ce point-là, c'est très intéressant puisque c'était une ligne rouge, vous le savez, de quasiment tous les syndicats. De la CFDT, en tout cas, c'est très clair. Oui, des autres aussi. Les autres syndicats veulent même, pour certains, le retrait total de la réforme. Donc, ils ne veulent pas de cet âge pivot, donc tous les syndicats. Sauf, il faut le dire, il y a une autre ligne rouge que personne n'évoque. C'est celle posée par le MEDEF, sur pas de hausse de cotisation. Alors, quand c'est le MEDEF, le gouvernement dit on ne touche pas à la ligne rouge. Quand c'est les syndicats de salariés, le gouvernement piétine cette ligne rouge. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour. Bonjour à vous, bonne année. Bonne année à vous, merci d'être avec nous, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste en ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. On va commencer bien sûr par cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui maintient sa volonté d'aller jusqu'au bout de cette réforme. C'est ce qu'il a dit hier aux 20h de France 2. Est-ce que votre combat contre cette réforme des retraites est perdu? Perdu? Mais pas du tout. En fait, la question aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on souhaite. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un retrait provisoire de l'âge pivot. Et donc, c'est une victoire qui est une victoire provisoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour vous, ce retrait provisoire, c'est une victoire de l'âge pivot du texte. C'est une victoire provisoire, mais je vois bien... Quelle est la définition de fake news? C'est une fausse information qui a pour but de tromper. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Une fake négociation, avec un Premier ministre qui nous explique qu'il va négocier, que tout est ouvert, mais quand on le lit, parce qu'il a envoyé un courrier aux organisations syndicales, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous pouvez en fait me proposer autre chose, mais alors, on ne peut pas toucher aux cotisations, on ne touche évidemment pas au niveau des pensions. Il a déjà exclu le fait qu'on puisse donc toucher aux cotisations patronales, ce qui était la proposition de la CFDT. Il a exclu le fait qu'on puisse toucher à l'argent de la CADES, ce qui était notre proposition. Il a exclu le fait d'élargir l'assiette, c'est-à-dire qu'on puisse toucher aux revenus du capital pour pouvoir financer les retraites. Qu'est-ce qui reste? Donc c'est-à-dire que l'âge pivot reviendra dans le texte d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'en janvier, l'âge pivot disparaît, mais en avril, il reviendra. Le Premier ministre a aussi paraphrasé Maurice Thorez, il faut savoir sortir d'une grève. Alors, pour vous, il faut arrêter maintenant, ça fait 41 jours. Vous connaissez la phrase de Maurice Thorez? C'est pas la phrase complète, c'est pas celle-là. La phrase complète, c'est quand on a obtenu satisfaction. Il faut savoir sortir d'une grève. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas. Donc vous appelez à manifester jeudi. Mais je serai de toutes les manifestations. Je serai jeudi comme les fois précédentes dans la manifestation. Pourquoi? Parce que, y compris, on nous dit qu'on veut une réforme systémique. C'est-à-dire qu'on change tout. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui, ce qui aujourd'hui vous fait tenir et vous permet de comprendre ce à quoi vous pourrez aspirer une fois parti à la retraite, eh bien cette fois-ci, on vous dit, on change tout, mais on avance dans le brouillard. Parce que, est-ce que vous savez, vous, ce que vous toucherez désormais à la retraite? Vous n'en savez rien, parce que personne ne le sait. Même le gouvernement ne le sait pas. Il ne sait pas anticiper les conséquences de sa propre réforme. Et puis, maintenant, on nous dit le financement, on verra plus tard. Alors, voilà, on nous demande de voter, nous, parlementaires, en conscience, alors que nous représentons le peuple français, que nous avons la charge de lui garantir le meilleur. Eh bien, on nous demande de venir voter les yeux fermés,
un chèque en blanc. Alors, c'est non. Justement. Non, non et non. Pourquoi ? Parce que, évidemment, personne ne peut accepter l'idée que demain, on soit soumis à tous les aléas sans avoir aucun élément. Enfin, c'est la première fois que sur une réforme aussi importante, nous n'avons aucune donnée. Aucune. Concrètement, le texte doit arriver à l'Assemblée le 3 février en commission, le 17 février en séance. Vous dites ce n'est pas possible de le faire arriver à ce moment-là alors qu'on ne connaîtra que les conclusions de la conférence de financement fin avril ? Bah bien sûr, mais non seulement la conférence de financement, mais même les simulateurs qui permettent de comprendre ce que vous, moi, chacun d'entre nous aura comme pension une fois qu'il est à la retraite avec le système, si on bascule dans le système à points. Mais ça, on nous dit qu'on l'aura 6 mois après le vote du projet de loi. Non mais enfin... Mais concrètement, qu'est-ce que vous demandez au Parlement, au gouvernement de reporter l'examen du texte au Parlement ? Ah ben, l'évidence, c'est qu'il faut aujourd'hui retirer ce texte pour pouvoir faire une pause, permettre pendant de longs mois peut-être, mais d'avoir une vraie négociation et d'avoir surtout une évaluation. Comment voulez-vous qu'on puisse... Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette tout sur la table, qu'on dise... Quels sont les objectifs ? Les objectifs, est-ce que c'est vraiment ce que le gouvernement nous dit ? Si c'est d'avoir des minima contributifs, moi c'est ce que je veux. Qu'ils soient des minima, des pensions minimales plus élevées. Ça, je veux ça. Ok. Mais est-ce qu'on a besoin de passer par le système à points ? Je ne le crois pas. Justement, vous êtes contre... on va revenir au fond du texte avec Pascal, mais qu'est-ce que vous ferez, vous, le 17 février ? Vous êtes député, est-ce que, si le texte est présenté en séance le 17 février, vous serez présent en séance ? Bah bien sûr. Vous dites non, on ne l'examine pas dans ces conditions. Ben, je viendrai en séance expliquer que, quand même, on est dans le grand foutage de gueule. Parce que c'est impossible de travailler. Enfin, comment voulez-vous qu'on dise oui ou non à chaque article du projet de loi alors qu'on n'en connaît pas les conséquences ? Moi, je ne sais pas dire aux gens que je rencontre tous les week-ends et qui m'ont fait confiance. Et ben, je vais leur dire quoi ? Je vais leur dire, écoutez, j'ai voté un truc là, je ne sais pas très bien ce que j'ai voté. Non, c'était... Voilà, mais je le vote quand même parce que je fais confiance. Mais non, je ne fais pas confiance. Y compris parce que ce gouvernement est celui qui, précisément, depuis qu'il est entré en fonction, est celui qui a augmenté la CSG pour les retraités et qui a désindexé leurs pensions. Alors, maintenant, vous voulez croire que ce gouvernement-là est celui qui, précisément, va faire en sorte que tout soit rose demain ? Non, ce n'est pas tout à fait la version que j'en ai. Sur le fond, vous êtes favorable à un régime universel avec la fin des régimes spéciaux, ou alors vous préférez faire comme on a fait sur la réforme Touraine, c'est-à-dire augmenter la durée de cotisation, ce qui revient à augmenter l'âge de départ aussi. Mais d'abord, vous aurez noté que ce régime, il est universel de quoi ? Il n'est plus du tout universel. Vous avez, et je le comprends, il y a des métiers différents, des pénibilités différentes, et donc il y a des régimes différents. Mais maintenant, on n'a plus des régimes spéciaux, on a des régimes spécifiques. Et même, c'est pire que ça, c'est que désormais, comme il va falloir équilibrer le système au fur et à mesure, selon l'année à laquelle vous partirez, eh bien, en fait, vous aurez une pension différente à carrière identique. C'est-à-dire que votre frère jumeau qui part 1 an après vous, peut-être qu'il aura une pension plus grande que vous ou plus faible que vous, selon le fait que la conjoncture économique soit bonne ou mauvaise. Vous appelez ça un régime universel ? Moi, je comprends bien ce que les Français ont entendu. Quand on leur a dit ça, ils ont entendu. Ce sera plus égalitaire. Mais ce sera moins égalitaire que jamais. Vous aurez des gens qui, selon le fait qu'ils soient nés en 74 ou 75, auront une pension différente, des salaires différents, vous allez avoir des régimes spécifiques, vous allez avoir, selon le moment où vous partez à la retraite, des pensions différentes. Mais quel bazar ! C'est quoi le système, en fait ? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer même ? Je vois bien qu'ils sont tous en peine de l'expliquer. Même le ministre qui en est chargé ne sait même pas l'expliquer. Comment vous expliquez que vous aurez des pensions minimales de retraite qui toucheront les gens qui rentreront dans la retraite, mais que par contre ceux qui sont déjà retraités pauvres, ceux-là on n'y touche pas ? Non mais c'est pas possible. Mais pour être clair, vous êtes défavorable à cette réforme ou au système par points en général ? Je suis défavorable à l'idée d'avancer les yeux fermés sur un système qu'on ne sait pas compenser. On ne part pas d'une feuille blanche. Comprenez-moi, si on était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on avait à notre tour, comme ce fut le cas pour ceux qui se sont mis en les pas du Conseil national de la Résistance, eh bien, on aurait pu faire un choix technique. Système à points, c'est un choix technique. Mais on ne part pas de zéro, on ne part pas d'une feuille blanche. Et donc, comment est-ce que vous faites pour éviter les immenses dégâts que ça aura, par exemple, sur les enseignants ? Mais sur les fonctionnaires territoriaux. Et comment vous faites pour que il n'y ait pas, en fait, on n'ait pas cette réforme de l'assurance chômage qui a été adoptée en catimini
pendant le mois d'août. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on met quand même en place un système par points ou est-ce qu'on garde le système actuel en l'améliorant? C'est quoi Moi, je pense qu'il faut tout mettre sur la table et faire la comparaison. Et je pense que, de mon point de vue, le plus évident, c'est d'améliorer le système actuel pour pouvoir le faire évoluer positivement. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je veux, moi, faire? C'est simple. Je veux, par exemple, que demain, on puisse avoir la prise en compte de la pénibilité, comme c'était le cas dans le quinquennat précédent. Il y avait 10 critères. Le gouvernement a enlevé les charges lourdes, a enlevé l'exposition dans matière dangereuse chimique, il a enlevé le rapport vibration, enfin bref, il a fait en sorte que des milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient touchées par ces sujets-là et pouvaient partir grâce à nous plus tôt à la retraite, ne le pourront pas. Un dernier mot sur la CFDT, un syndicat dont vous étiez proche, syndicat social. Et dont je suis toujours proche. Vous êtes toujours proche. Est-ce qu'aujourd'hui le fossé s'est creusé? Laurent Berger, il semble plus ouvert que vous à la négociation. Mais Laurent Berger, c'est un syndicaliste et il espère tirer le maximum. Mais moi, mon problème n'est pas avec la CFDT. Mon problème, il est avec le gouvernement. Et le problème de la CFDT, c'est qu'elle doit bien comprendre que ce n'est pas elle qui est en train de faire la réforme, c'est le gouvernement. Et donc, la CFDT, je vois bien ce qu'il cherche. Il cherche à faire un système à points, avec derrière des compensations très fortes, par la pénibilité, par les minima contributifs, etc., etc. Mais rien de tout cela n'est sur la table. Rien de cela n'est négocié. J'ai entendu à plusieurs reprises le gouvernement dire que sur la pénibilité, il ne ferait pas les choix que nous avions faits et qu'il ne voulait pas revenir en arrière et que finalement, c'est le MEDEF qui, à chaque fois, a triomphé. Ils veulent une mesure d'âge. Ils l'ont. Ils veulent rien sur la pénibilité. Ça tombe bien. Et ainsi de suite. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Allez, on va passer à un autre sujet. Juste une question. Vous avez critiqué très fortement BlackRock, ce fonds de capitalisation qui permet de surcotiser et puis d'avoir des pensions par capitalisation, alors que ça reste quand même en France un petit opérateur. Vous êtes farouchement opposé à ce que des salariés puissent capitaliser pour leur retraite, épargner pour leur retraite. Un petit opérateur, vous dites. D'abord, en France. Bien sûr, c'est le plus gros dans le monde. Mais vous avez vu combien il cherche à récupérer sur les prochaines années. C'est le gouvernement qui en a fixé lui-même l'objectif avec BlackRock. 70 milliards. Pardon, mais c'est plus qu'une boîte de Smarties, pour reprendre l'expression de la ministre qui avait cherché à relativiser le poids de tout ça. 70 milliards. C'est pas rien, 70 milliards. 70 milliards qui ne seront plus dans le système solidaire, qui seront dans les fonds de pension. Et ces fonds de pension, vous ne savez même pas où ils investiront. Est-ce qu'ils investiront en France? Et quand ils investiront en France, qu'est-ce qu'ils exigeront des entreprises dans lesquelles ils investissent? Donc c'est doublement perdant et je n'en vois pas l'intérêt. L'intérêt collectif, c'est qu'on fasse au contraire surcotiser les gros revenus et qu'ils soient plus solidaires encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça, ce serait une mesure de gauche et que je comprendrais parce que, évidemment, quand on a plus de 10 000 euros par mois, pardon, mais c'est pas votre salaire, c'est pas le mien. Ils sont 300 000 comme ça en France. Ces 300 000-là, ils peuvent comprendre, parce que ce sont des citoyens que j'espère avec un minimum d'esprit civique, qui peuvent comprendre que la solidarité, c'est pas un vain mot. Et qu'à force de vivre chacun pour sa peau, on est tous les uns contre les autres. C'est la grande fracture. C'est ce qui se passe aujourd'hui, la grande fracture. On a séparé, les plus riches des autres. Et donc, chacun vit sa vie. Cette façon-là d'avancer, c'est une façon qui conduit dans un mur. Voilà. Allez, on va passer à un autre sujet. Ce sont ces violences policières et ces images qui ont fait réagir, notamment ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Édouard Philippe, Premier ministre, a réagi hier aux 20h de France 2. Il a dit qu'il faut parfois utiliser la force pour remettre de l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on voit les images qui étaient celles qui étaient projetées hier avec ce policier qui fait un croc en jambe gratuit à quelqu'un qui est en train de marcher, je suis désolé, mais la première chose qu'on dit, c'est que c'était inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas accepter que la police républicaine, qui a une mission qui est celle du maintien de l'ordre et de nous protéger, tous, collectivement, nous protéger. On ne peut pas accepter qu'il y ait en ces rangs des gens qui se mettent à tirer des grenades lacrymogènes sur les immeubles, comme ça a été vu ce week-end. On ne peut pas accepter qu'ils fassent des crocs en jambes, on ne peut pas accepter qu'ils tabassent à terre des gens, etc. Je comprends que ce soit fatigant d'être semaine après semaine dans la rue, mais le gouvernement, il a une responsabilité énorme. Si au moins il entendait les gens qui manifestent, on ne peut pas vivre pendant
un an, semaine après semaine, ne rien entendre et faire comme s'il ne se passait rien. Aujourd'hui, la pénibilité des policiers, elle est liée à la surdité du gouvernement. Et quand il y a dans le troupeau des brebis galeuses, pardon, mais celle-là, elle va être sanctionnée, jugée et sanctionnée. Faut-il interdire les lanceurs de balles de défense, ces armes qui font polémique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que pour vous, il y a des dérives dans la doctrine du maintien de l'ordre ou pas? Mais il y a une doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui qui est vraiment criminelle, dangereuse. On attend quoi? On attend d'avoir un mort pour pouvoir... Enfin, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a déjà eu une morte, en l'occurrence, l'an passé. Et donc... Donc la responsabilité de qui? De Christophe Castaner dans cette doctrine du maintien de l'ordre? Du ministre de l'Intérieur, du gouvernement, de continuer à tolérer ce qui est interdit partout en Europe. Et quand je vois que désormais même, vous vous rendez compte, même sur les lycéens, on a des tirs de LBD. Enfin, si j'ai des enfants qui sont encore scolarisés, si j'apprenais un matin ou un soir que l'un d'entre eux s'est pris une balle de flashball, mais je vous dis pas la colère qui serait la mienne. Enfin, vous vous rendez compte, ce sont quand même des enfants. Alors parfois, ils sont peut-être agités, mettent des poubelles devant la porte du lycée. Bon, et alors? Enfin, tout le monde l'a fait. Personne n'est mort. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut quand même qu'à un moment donné, on remette de la proportionnalité dans la façon dont on exerce le maintien de l'ordre. Autre sujet, c'est le Figaro qui révèle que Carlos Ghosn va attaquer Renault au prud'homme. Il réclame notamment ses droits à la retraite. Ça sont 770 000 € par an. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je pense que le gouvernement va lui dire qu'il a raison, non? Je sais pas. Mais pour vous, est-ce que l'État, qui est actionnaire de Renault, il doit agir? Mais tout le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont dans l'indécence permanente. Enfin, voilà quelqu'un qui est accusé d'avoir fraudé, d'avoir mis de l'argent qui ne lui appartenait pas dans ses propres poches. Et comme si de rien n'était, le voilà qui joue les héros en s'enfuyant dans une malle pour le Liban. Alors Jean-Luc Mélenchon l'a défendu sur ce point. Vous le défendez en disant qu'il a fui une sorte d'injustice au Japon. Mais je ne défendrai jamais quelqu'un qui a fraudé, qui est devant un système judiciaire qui n'est pas celui d'une dictature. Il était au Japon, il n'était pas en Syrie. Et donc, voilà que ce monsieur croit qu'il peut s'exonérer. Enfin, c'est quoi cette histoire? Il y a une justice pour les puissants, puis il y a une justice pour les misérables. C'est pas ma conception du droit et c'est pas ma conception de la justice. Donc, monsieur Ghosn doit évidemment répondre de ses actes. Et ça n'est pas... Et j'avoue, été un peu surpris par le cirque médiatique et la complaisance parfois de votre profession vis-à-vis d'un homme qui, malgré tout, reste un délinquant. Et donc, imaginez que désormais, celui qui vole une mobilette, il puisse faire une conférence de presse et puis là, hop, on explique que j'ai emprunté la mobilette parce qu'elle me plaisait bien, mais que finalement, la justice française, elle me va pas tellement, donc je vais aller peut-être vers une autre justice qui m'irait mieux. Non mais, non. Allez, on va parler des derniers sujets des municipales. Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à la mairie de Paris sans grande surprise. Candidature officialisée sans le Parti socialiste, aucune mention du Parti socialiste sur son affiche. Elle se présente sous l'étiquette Paris en commun. C'est pas vendeur, le Parti socialiste dans les urnes? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Anne Hidalgo? Elle fait exactement ce que depuis 1 an et demi, je vous répète à chaque fois que je passe vous voir. Je vous dis, je suis premier secrétaire du Parti socialiste. C'est un fait. Mais je ne me sens pas responsable uniquement d'un parti. Je me sens responsable d'un bloc politique, celui de la gauche et de l'écologie. Et j'ai appelé partout en France à ce que nous nous regroupions sous une bannière commune pour avancer et pour gagner. Elle va gagner, je m'en félicite. Et je suis 100% derrière Paris en commun et derrière Anne Hidalgo. Au premier tour, on n'est quand même pas avec les écologistes. Et il y a peu d'endroits où vous êtes arrivé à faire des listes d'union. Ça dépend de quelle ville vous parlez. Si vous parlez des villes de plus de 100 000, c'est arrivé peu souvent. Encore que, on peut y revenir. Mais sur les villes de moins de 100 000, c'est quasiment partout le cas. Et au deuxième tour, ce sera partout le cas de toute façon. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Partout où j'ai eu le sentiment que c'était les écologistes qui étaient mieux placés que nous pour venir en conquête ou en reconquête. Mais j'ai dit aux socialistes, mais les amis, on fait le choix du meilleur à cet endroit-là. Si le candidat écologiste est meilleur, on prend le candidat écologiste. Mais vous ne la redoutez pas, cette poussée des écologistes dans les urnes? Mais je ne redoute. Mais pourquoi voulez-vous que je redoute le fait que nous ayons une gauche et des écologistes qui soient
plus puissant. Alors que je vois bien que la seule solution aujourd'hui pour sortir du face-à-face organisé entre d'un côté l'extrême droite et les libéraux de La République En Marche, si on veut sortir de ce face-à-face, il faudra bien qu'un troisième bloc émerge. Ce troisième bloc, c'est celui de la gauche et de l'écologie. Donc, vous craignez je pas que fais ça se tout. fasse au détriment du Parti socialiste? Est-ce qu'il n'y a pas une question de survie aussi pour le Parti socialiste avec ses municipales et la défense Mais la de ses élus survie locaux de nous tous, les uns et les autres, elle est menacée par notre imbécilité. L'imbécilité, c'est quoi? C'est d'être opposés les uns aux autres partout, alors même que nous pensons la même chose. Donc je vais quand même pas me plaindre du fait qu'on se regroupe. Quand on se regroupe, c'est bien. Mais quand M. Mélenchon dit à Marseille, OK, on se regroupe, mais à condition qu'il n'y ait pas un socialiste, c'est mal parti quand même. Bah, écoutez, M. Mélenchon, c'est M. Mélenchon. Il ne veut pas se regrouper avec quiconque. Lui, il considère qu'il va remplacer tout le monde. Moi, je considère l'inverse. Je considère que c'en est fini de ces partis qui peuvent dire voilà, je suis le maître du monde et tout le monde s'aligne derrière moi. Ça, c'est une conception datée. Voilà. Maintenant, il faut avancer ensemble, se dire que nous sommes parfois divergents, parfois différents, mais que nous sommes pour l'essentiel convergents. Je parle de la gauche et des écologistes. Et donc, voilà, il faut faire ensemble. Et quand on fait ensemble, il se trouve que ça marche. Je ne vais pas m'en plaindre. Et même à Paris, même dans les endroits où il n'y a pas d'accord au premier tour, il y en aura un au second. Et depuis 6 ans, vous croyez que ça marche comment? Ça marche ensemble et ça marche bien. Dernier mot très rapidement avant de finir. Il y aura un temps national de lancement de cette campagne municipale pour le Parti socialiste? Oui, en fait, en début février, on aura effectivement un conseil national qui sera un moment où on essaiera de mettre en perspective ce que l'on fait et ce que l'on veut faire et la façon dont on veut s'y prendre pour gagner et faire en sorte que pour les gens qui vivent dans nos communes, qui ont malheureusement pas encore la chance de vivre avec des maires socialistes ou écologistes, eh bien on va tout faire pour les convaincre que c'est effectivement beaucoup mieux. Parce que dans le monde entier, les maires que l'on salue pour leur action, notamment dans la guerre contre le réchauffement climatique, eh bien ce sont les maires socialistes. C'est Rennes, c'est Nantes, c'est Paris, c'est Lille, c'est Avignon. Voilà, donc le samedi 1er bravo février. à eux, et on va continuer avec eux et j'espère avec d'autres qui vont les rejoindre. Samedi Voilà. 1er février, ce Samedi Conseil 1er national. février. Merci beaucoup Olivier Faure, merci Pascal Jalabert. Demain, Olivier Faure à votre place, ce sera Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain matin dès 7h30. Très bonne journée sur Public Sénat. Quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.